Yampa, agent IA autonome, une nouvelle ère pour le service client. Yampa est heureux de vous présenter l'émission Ababook. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de mon émission Ababook pour ANews Expérience Client. Bonjour Samuel Fitoussi, moi je suis ravi de vous accueillir. Alors vous venez avec un livre qui s'appelle Wok Fiction aux éditions du Cherche Midi. Voilà ce bouquin qui parle de la fiction du wok. Alors vous avez 27 ans, vous êtes un des plus jeunes auteurs que j'ai reçus et je suis très heureux de vous accueillir. Vous avez fait des études à Cambridge et à HEC Paris, vous êtes essayiste, entrepreneur dans l'éducation et également chroniqueur au Figaro. Vous avez écrit ce livre et j'avais envie de vous écouter sur un sujet qui peut sembler très loin de l'expérience client et on va voir qu'en réalité ça concerne énormément les directeurs d'expérience client et surtout leurs clients. Alors première question évidente, le wokisme c'est quoi ? Alors le wokisme est une idéologie présente surtout chez les jeunes, en particulier chez les jeunes urbains et en particulier chez les jeunes urbains diplômés. Et je dirais que c'est une idéologie qui a pour croyance principale l'idée que nos sociétés, que le racisme, la misogynie, l'homophobie et la transphobie sont omniprésentes en Occident et comptent parmi les faits sociaux majeurs de notre époque. Voilà pour une définition concise. Et eux se mettent en tête de lutter contre tous ces phénomènes, c'est ça en fait ? Voilà, eux se mettent en tête de lutter contre ces phénomènes et partant du principe que notre société est raciste ou discriminatoire contre certaines minorités, ils veulent combattre ce racisme mauvais par une forme de racisme vertueux en assignant chacun à des catégories identitaires devant être soumises à un traitement différencié. Donc une des manifestations de ça, c'est par exemple la discrimination positive à l'égard de certains groupes, qui est aussi une discrimination négative à l'égard d'autres groupes. Les fameux mâles blancs hétérosexuels, c'est ça voilà. Par exemple, d'accord. Là, ceux-là, ils sont condamnés à mort ou... Pas encore condamnés à mort, mais disons que, par exemple, aux États-Unis, et ça arrive en France, vous avez un mouvement qui vise à décoloniser les cours de littérature et les cours d'histoire, c'est-à-dire à enseigner moins d'auteurs blancs, plus d'auteurs issus de minorités ethniques. Et ce n'est pas grave en soi, évidemment, ce n'est pas la couleur des auteurs qui compte. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on ne juge plus les gens sur leur qualité, sur leur mérite, on ne les juge plus en tant qu'individus, mais on les rattache forcément à un groupe duquel ils seraient des représentants interchangeables. Selon moi, c'est régressif et c'est contraire à la méritocratie et aux valeurs universalistes françaises et occidentales de manière plus large. Alors, dans ce livre, c'est vrai que vous critiquez quand même pas mal le mouvement woke. Hein. Vous dites, sous couvert de diversité ou d'inclusivité, ils veulent réécrire la culture. Alors, quels échos vous avez eu à ce livre et qu'est-ce qui s'est passé après l'apparition du livre ? Il a quand même été plutôt bien reçu, mais surtout de la presse de centre droit et de droite. J'ai été invité sur France Inter quelques jours après la sortie de mon livre, mais les intervieweuses n'étaient pas très bien disposées à mon égard. Vous étiez pas bienvenu, quoi, en fait. Voilà, donc je pense que... mais bon, c'était une expérience intéressante quand même. Non, mais c'était une belle aventure de publier ce livre et de le défendre médiatiquement, j'en suis très fier. Alors justement, pour parler un peu plus des sujets qui nous intéressent, dans le comportement des jeunes d'aujourd'hui, qui sont nos futurs clients, quel est l'impact du wokisme ? Oui, je pense qu'une des croyances... Ce que je documente dans mon livre, je documente en particulier les manifestations du wokisme dans les fictions, dans les films, dans les séries. Oui. Et je pense qu'un des messages qu'on martèle aujourd'hui aux jeunes, c'est l'idée que nos sociétés sont racistes. Et donc, l'idée que les micro-agressions sont partout, qu'ils se heurteront à tous les stades de leur vie, pendant l'enfance, à l'embauche, à l'université, etc., à du racisme ou à des discriminations. Et je pense que, malheureusement, le cerveau, un des biais cognitifs les plus forts dans le cerveau humain, c'est le biais de confirmation. Donc, quand on apprend ça aux jeunes, on active leur biais de confirmation et ils sont voués à trouver des manifestations du racisme partout, même là où ça n'a pas lieu d'être. Et je pense que c'est très néfaste. Je pense que depuis les statistiques, par exemple, pour la qualité des rapports entre les blancs et les non-blancs aux États-Unis, on a atteint le meilleur niveau de relation blanc-non-blanc vers 2007-2008, au moment de l'élection d'Obama, et depuis, ça décline. Et ça décline à mesure qu'on apprend aux individus issus de minorités ethniques que les Blancs sont oppressifs, que les Blancs les discriminent, etc. Je pense qu'on nourrit une forme de ressentiment très grave, y compris dans l'entreprise, ce qui est le sujet qui vous intéresse.
et une grande étude est par exemple sortie la semaine dernière sur les formations en diversité, équité et inclusion. Donc ces formations, on en voit beaucoup. Mais on en voit de plus en plus en entreprise et elles visent à apprendre aux employés à déconstruire leur biais inconscient à l'égard des minorités, à déconstruire les stéréotypes de genre qu'ils auraient pu intérioriser, etc. Et cette étude montre que plus on a suivi des cours des formations en diversité, équité et inclusion, plus on est mal disposé à l'égard de certains groupes, plus notamment des blancs, plus on adhère à des phrases du style « tel groupe est un virus, tel groupe est un cancer et plus on voit du racisme là où il n'y en a pas. Donc c'est une des plus grandes études jamais faites qui est parue le mois dernier aux États-Unis. Et donc, elle devrait nous inquiéter et à minima mettre un coup d'arrêt sur l'enthousiasme avec lequel on se lance dans des formations. Donc, ce que vous dites, c'est que, parce que la question c'était, qu'est-ce que ça change dans les relations internes dans l'entreprise? Donc, toutes ces formations, finalement, alimentent une espèce de courant un peu négatif, en fait, et finalement, où tout le monde est coupable, c'est ça? Voilà, je pense que ça alimente un ressentiment des uns contre les autres. On nourrit l'idée que la méritocratie, en fait, n'existe pas, que ceux qui réussissent le doivent à un privilège, le doivent à des ficelles qu'ils parviennent à tirer pour exclure d'autres groupes. Je pense que c'est très néfaste, ça nourrit le ressentiment, ça nourrit l'aigreur, ça nourrit et par ailleurs, le résultat, c'est qu'on supprime la méritocratie. On remplace la sélection sur le mérite par une sélection basée sur des critères identitaires, le niveau baisse. Je pense que ce n'est pas positif pour la productivité des entreprises. Alors, j'ai lu que l'élection de Donald Trump a un peu donné une claque au mouvement wokiste, puisque Donald Trump, ce n'est pas tellement quelqu'un de woke, il est même plutôt anti-woke. Pareil pour Elon Musk. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est à double tranchant. C'est vrai que Donald Trump, pendant son premier mandat, avait par exemple interdit les formations de diversité, équité, les formations à la théorie critique de la race, qui est une des branches du wokisme, dans l'administration publique, mais en retour, ça avait quand même radicalisé le mouvement woke, notamment sur les campus. Et donc là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le wokisme, contrairement à d'autres idéologies néfastes du passé, n'est pas imposé par le haut, mais par le bas. C'est la société qui est woke, qui adhère avec enthousiasme à ses croyances, notamment dans le monde universitaire, où la pluralité idéologique, notamment dans les sciences sociales, a de moins en moins de place. On sait que dans les universités, c'est la même chose en France. La gauche et l'extrême gauche est très surreprésentée. Les universités qui doivent être le temple du débat sont transformées en des espaces de monoculture idéologique. Et donc moi, je pense que l'élection de Donald Trump ne marque pas un coup d'arrêt contre le wokisme. Je pense qu'on a affaire à une tendance de fond très profonde qui est vouée à durer encore plusieurs décennies, malheureusement. Donc j'allais vous demander, est-ce que le wokisme a un avenir ou est-ce qu'il sera demain remplacé par une autre idéologie? Alors vous avez 27 ans, vous ne voyez pas l'avenir, mais d'après vous? D'après moi, le wokisme est bien implanté institutionnellement, en particulier à nouveau dans les universités qui produisent des dizaines et des dizaines de papiers de recherche qui alimentent les postulats woke. Récemment, il y a quelques années, il y a un canular académique a publié, trois chercheurs ont écrit des papiers complètement farfelus et l'ont envoyé à beaucoup de prestigieuses revues académiques. Et la moitié de leurs papiers ont été publiés et c'était des papiers du style où ils avaient pris des extraits de Mein Kampf et ils avaient remplacé juif par blanc. Ou des extraits sur la culture du viol dans les parcs à chiens en montrant que les hommes élevaient mal leurs chiens, élevaient plus mal leurs chiens que les femmes, etc. Donc, ce qu'il voulait montrer, c'était que désormais, pour publier des papiers de recherche dans le monde universitaire, dans les sciences sociales, il faut et il suffit que le papier accable l'Occident, démontre que nos sociétés sont structurellement racistes, oppressives, fasse le procès des hommes ou des blancs. Donc, les critères de rigueur scientifique dans les sciences sociales disparaissent peu à peu. Bien sûr, il ne faut pas faire de généralité, il y a toujours des chercheurs excellents. Mais donc moi, je pense que le wokisme, malheureusement... Et alors, c'est la thèse de votre livre, tout ça se retrouve dans nos films et nos séries. Enfin, au début, vous dites il y a plein de films qui n'existeraient pas aujourd'hui, tellement James Bond avec la James Bond Girl, etc. Enfin, voilà. On parle beaucoup de cancel culture, qui est la culture de l'annulation. Mais moi, ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des œuvres ne sont pas annulées, ils sont plus ou moins mort-nés. C'est-à-dire qu'il existe une censure en amont que les scénaristes intériorisent et on n'écrit que des choses qui rentrent dans les cases. À Hollywood, par exemple, vous avez des dizaines de cabinets de conseil en diversité et inclusion dont le rôle est de relire les scénarios avant le tournage et d'éliminer tout ce qui pourrait
véhiculer les mauvais stéréotypes, de dire attention, dans cette scène, il y a un personnage féminin, mais elle ne parle pas suffisamment, ce qui pourrait alimenter le sexisme, il faut changer. Attention, là, il y a un personnage noir, mais il est aidé par un blanc. Or, ça pourrait véhiculer le cliché du sauveur blanc, c'est-à-dire que c'est une négation de l'autonomie noire, donc il faut changer. Et donc, je documente un peu toutes ces nouvelles règles. Je donne notamment 8 commandements qui régissent aujourd'hui l'écriture de fiction. Et je montre que ce qu'on voit aujourd'hui, encore une fois, pas toujours, mais ce qu'on voit sur nos écrans est déjà aux normes idéologiques soumis à des nouveaux critères de pureté. Merci beaucoup Samuel, c'est vrai que c'est très intéressant et ça me fait penser à la phrase, non pas « quelle terre allons-nous laisser à nos enfants », mais « quels enfants allons-nous laisser à la terre ». C'est une réflexion. Merci beaucoup, je rappelle votre livre, donc Samuel Fitoussi, Woke Fiction, édition du Cherche Midi, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Merci beaucoup et à très bientôt dans une nouvelle émission à Babouk pour ANews Expérience Client. Yampa, agent IA autonome, une nouvelle ère pour le service client. Yampa a été heureux de vous présenter l'émission à Babouk.